Le vice-président a dénoncé la musique de Tupac, qui, selon lui, n'avait pas sa place dans notre société. Plus il s'attirait des ennuis, plus sa cote grimpait. Tupac Shakur, poète, révolutionnaire et phénomène musical. Quand vous êtes au sommet, les gens rêvent de vous voir tomber. Ils attendaient l'ascenseur, et là, des mecs armés lui ont sauté dessus et lui ont dit de se mettre à terre. Pris au piège entre deux bandes rivales, il a fini par payer son succès au prix fort. Tout le monde a commencé à accuser tout le monde du meurtre de Tupac. Personne dans ce milieu n'a envie de passer pour une grosse balance. Il y avait des AK-47 et des armes semi-automatiques. On a fini par savoir toute la vérité. Pour Vanity Fair, le journaliste Robert Samanson a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Tupac, la mort d'une légende ». Le voici en images. Comme tous les soirs, la capitale mondiale du jeu brille de mille feux. Le bruit des machines à sous résonne sur le strip, quand soudain, à 23h15, une rafale de tirs retentit à ce carrefour. Deux agents de police étaient en train de faire une ronde à vélo dans le secteur. Ils ont entendu des tirs, mais ils ne savaient pas trop d'où ça venait. Et puis ils ont vu une voiture passer en trombe. Ils ont fait le choix de s'éloigner du lieu de l'incident pour suivre le véhicule, sans être certains qu'il avait un rapport avec la fusillade. Les deux agents se lancent à vélo à la poursuite d'une grosse berline noire. Au volant, Marion Suge Knight, le cofondateur et directeur de Death Row Records, l'un des plus gros labels de l'industrie du rap. Suge a alors fait une embardée sur un terre-plein et il a crevé un pneu. Quand il a voulu redémarrer, il n'a pas réussi. Et c'est là que les deux agents à vélo l'ont rattrapé. Le véhicule était à l'arrêt au milieu de la chaussée. Les deux agents ont appliqué la procédure habituelle avec la plus grande méfiance, les occupants du véhicule étant potentiellement responsables de la fusillade, et donc armés. Plusieurs témoins de la scène ont expliqué aux policiers que les deux types dans la voiture étaient des victimes. Ce n'était pas eux qui avaient tiré. Suge était légèrement blessé à la tête, une balle l'ayant effleuré. En revanche, son passager, Tupac Shakur, était à l'agonie. Plusieurs balles l'avaient atteint. Tupac Amaru Shakur, le jeune prodige du rap, est entre la vie et la mort. À 25 ans, c'est déjà une légende. En 5 ans, la vente de ses albums a généré plus de 15 millions de dollars de bénéfices. Tupac arrivait encore à parler, mais il perdait beaucoup de sang. Plus les minutes passaient, plus son état s'aggravait. Une ambulance les a tous les deux pris en charge, lui et Suge. À leur arrivée à l'hôpital, Tupac a été directement conduit au bloc. Pac savait, je crois, que ça n'était qu'une question de temps, qu'il risquait de perdre la vie à tout moment. Pour ces millions de fans, Tupac Shakur était un prophète. Pour les autorités, c'était un danger public. Sur le chemin de la gloire, le rappeur s'était fait de nombreux ennemis. Mais comme le souligne le journaliste Robert Samanson, on n'échappe pas à son destin. Tupac était un conquérant, voué à bousculer l'ordre établi. J'ai suivi sa carrière parce que je connaissais sa mère, Afeni Shakur, ou Alice Williams, comme elle s'appelait avant d'être une révolutionnaire. En 1968, à 21 ans, Alice adopte le prénom africain Afeni et déménage à New York, où elle va devenir l'une des figures de proue du mouvement des droits civiques. Pour moi, c'était la famille. C'était une tante comme une autre. Ce n'est qu'à l'adolescence, quand elle a commencé à nous raconter son histoire, que j'ai pris conscience de qui elle était vraiment. Afeni Shakur faisait partie des Panthers 21. En 1969, elle a été accusée avec 20 autres militants de préparer des attentats contre des grands magasins et des commissariats de New York.
Afeni Shakur est libérée sous caution en 1970 et tombe enceinte de Tupac peu après. Les 8 premiers mois de sa grossesse vont être entièrement absorbés par le procès des Panthers 21. Ce n'est pas tous les jours que des citoyens sont accusés de vouloir déclencher une guerre des races en faisant sauter des lieux publics. Les médias étaient comme des fous. La liste des chefs d'accusation contre les Panthers 21 était longue comme mon bras. Mais Afeni, qui était enceinte, s'est défendue jusqu'au bout. C'était une battante, et elle a toujours lutté pour son peuple et sa famille. En mai 1971, à l'issue d'un procès fleuve, tous les prévenus ont finalement été acquittés en moins de 20 minutes. Tupac Amaru Shakur est né un mois plus tard, juste au moment où sa mère venait de remporter l'un de ses plus grands combats. Tupac est né à East Harlem. Afeni l'élève seul. Il ne connaîtra jamais son père. Il a toujours fait partie de ma vie, d'aussi loin que je me souvienne. C'était déjà lui le leader quand on était gamin. Tupac débordait d'imagination. Il voyait toujours plus loin que nous autres. Afeni travaillait comme assistante juridique, mais New York était déjà la ville impitoyable qu'on connaît, et elle avait bien du mal à joindre les deux bouts. Tupac n'a que 2 ans quand sa mère donne naissance à une petite fille, Sekiwa. En 1985, las de vivre dans la précarité, Afeni Shakur décide de s'installer à Baltimore, où on lui propose un boulot stable dans l'informatique. Tupac a alors 14 ans. Afeni a fait des pieds et des mains pendant des mois pour que son fils soit admis à la prestigieuse Baltimore School for the Arts. C'est là qu'il a commencé à écrire de la poésie. Il dévorait Shakespeare et il a joué dans plusieurs pièces. Il avait déjà cette flamme incroyable en lui. C'est là qu'il a commencé à s'intéresser au rap, avec un talent qui sautait déjà aux yeux. Lorsqu'un adolescent est abattu par un gang à quelques rues de chez eux, Afeni Shakur décide de déménager à Marin City, en Californie. Tupac a alors 17 ans. Mais très vite, la petite famille déchante. Sur la rive opposée à San Francisco, de l'autre côté du Golden Gate Bridge, la vie est tout sauf un long fleuve tranquille. Le surnom de Marin City, c'est la jungle. C'est moins une ville qu'un vaste ensemble de logements sociaux. Tupac m'y a emmené plusieurs fois pour voir ses potes et... Ouais, c'est vraiment chaud. Ça rigole pas là-bas. Que des familles en détresse, que des jeunes en galère, de la drogue à tous les coins de rue. C'était pas vraiment l'endroit idéal pour élever 2 enfants. Ce nouvel environnement, dangereux et malsain, bouleverse la vie de Tupac. En l'espace de quelques mois, sa mère adorée est devenue accro au crack. Sa mère, c'était tout pour lui. Et ça lui a fait un choc de la voir sombrer comme ça. Quelque chose s'est cassé en lui, et c'est là qu'il a décidé de prendre son destin en main. En 1988, Tupac laisse tomber le lycée quelques mois avant le bac. À 17 ans, il quitte le foyer familial pour vivre sa vie. Je sais que pendant quelque temps, il a vécu dehors. Je l'ai entendu dire une fois qu'il avait dormi sur des bancs. Voilà où il en était. Heureusement, il était quand même entouré. Il avait des amis qui l'hébergeaient de temps en temps, ainsi qu'une poignée, déjà, d'admirateurs. Parmi eux, il y a Leili Steinberg, une danseuse de 25 ans, mère de 2 enfants, qui a rencontré Tupac à l'occasion d'un atelier qu'elle dirigeait à Rohnert Park, en Californie. Elle a tout de suite décelé une étincelle chez ce jeune poète, dont la confiance frisait alors l'arrogance. Elle m'a envoyé une VHS de lui en train de chanter. Quand j'ai rencontré Tupac, c'était un jeune rappeur avide de succès. Il voulait faire du cinéma et de la musique. Eitron Gregory devient le manager de Tupac Shakur. Parallèlement, il représente un groupe de hip-hop, Digital Underground, à qui il demande d'embarquer le jeune artiste sur sa tournée. Tupac rêvait de se faire une place au soleil et chaque soir sur scène, il se donnait à 200%. C'est comme ça qu'il a commencé à se faire remarquer. Le soir, quand on regagnait nos loges, il provoquait des clashs et on pouvait plus l'arrêter. J'avais demandé à mon avocat de plancher sur un contrat, le but étant depuis le premier jour que Tupac sorte un album. Sûr de lui, Eitron Gregory envoie la démo de son protégé à tous les plus grands labels. C'est finalement Interscope Records qui remporte la mise. Le premier album du rappeur sort le 12 novembre 1991. Il s'intitule Tupacalypse Now. Ce n'est pas l'album du siècle,
mais plusieurs morceaux sortent clairement du lot. Trapped, notamment, qui raconte l'histoire d'un jeune noir du ghetto qui se fait harceler et maltraiter par la police, alors qu'elle est censée être là pour nous protéger. La musique était pour lui un moyen d'attirer l'attention sur le fossé qui sépare la police des jeunes des quartiers. Il parlait de ce qu'il voyait dans la rue et qu'il vivait au quotidien. Le 11 avril 1992, un drame terrible survenu au Texas propulse Tupac Shakur et sa musique dans l'œil du cyclone. Un agent de police a arrêté un jeune de 19 ans sur la route et le jeune l'a abattu. Quand on l'a interrogé sur les circonstances de ce crime, il a expliqué qu'avant et pendant la fusillade, il écoutait Tupacalypse Now. Au procès, l'avocat de la défense affirme que ce sont les textes enflammés de Tupac qui ont engendré ce meurtre. Le vice-président de l'époque, Dan Quayle, a pris la parole publiquement pour dénoncer la musique de Tupac, qui, selon lui, n'avait pas sa place dans notre société. To make money off a record that says it's okay to kill cops. L'incitation à la violence, ça n'a jamais été son truc. Tupac ne faisait que décrire ce qu'il voyait ou ce que d'autres subissaient. C'est pas le rap qui déclenche les événements, c'est les événements qui déclenchent le rap. Si certains trouvent que le rappeur est trop violent, d'autres, au contraire, notamment dans son quartier, trouvent qu'il manque de crédibilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu représentes la rue, c'est normal qu'à un moment donné, la rue veuille te tester. Tu dois montrer aux gens que t'es un vrai dur. Tupac va donc devoir faire ses preuves. Et tout le monde l'attend au tournant. Coincé malgré lui entre deux mondes incompatibles, il vient de signer, sans le savoir, un pacte avec le diable. À seulement 21 ans, Tupac Shakur, qui vivait il y a quelques mois encore dans la rue, est une véritable star du rap. Son premier album est toutefois loin de faire l'unanimité. Les médias les plus véhéments l'accusent de promouvoir ce qu'ils appellent le gangsta rap, un rap violent aux paroles contestables. Gangsta rap, c'est une expression qui a été inventée par des gens qui comprenaient pas ce qu'on faisait et qui avaient besoin de nous mettre dans une case. Ils ont appelé ça du gangsta rap, mais pour nous, c'était juste du rap qui parlait de la vie. On représente les quartiers. Et oui, c'est un monde violent, celui dans lequel vivent les jeunes noirs. Et c'est pour ça qu'on en parle. Malgré l'acharnement de certains médias, ou peut-être grâce à lui, le gangsta rap est un business juteux. La controverse, ça booste les ventes, quoi que tu vendes. Et le fait est que Tupac vendait toujours plus d'albums. Il n'avait pas seulement du succès auprès de la communauté noire. Sa musique résonnait encore plus fort aux oreilles de la jeunesse blanche et aisée, parce qu'elle avait un parfum de danger, et comme tout le monde le sait, il n'y a rien de plus excitant pour un adolescent que la perspective du danger. Et on peut dire que Tupac se donne du mal pour cultiver son image d'homme dangereux. Ses tatouages et sa collection d'armes à feu font couler beaucoup d'encre. Sur son ventre, là où on ne pouvait pas le rater, il s'était fait tatouer en grosses lettres « Thug Life », qu'on pourrait traduire par « vie de voyou », avec un « i » en forme de balle. Il adorait les flingues, il en avait plein. On en avait toujours un sur nous, parce qu'on fréquentait des endroits dangereux. Ça faisait partie de l'uniforme. Tupac Shakur n'est pas seulement un rappeur talentueux. Les critiques sont unanimes pour dire qu'il crève l'écran dans Juice, un film dans lequel il incarne Bishop, un jeune voyou fasciné par les armes à feu, un rôle qui renforce parallèlement son image de hors-la-loi. Quand le film est sorti, comment dire, ça a provoqué une confusion avec son personnage qui était celui d'un fou furieux qui s'en branle de tout. C'était un rôle de bad boy. On a tous tendance parfois à confondre la fiction avec la réalité. Et donc parfois, il y avait des gens qui paniquaient en le voyant, genre « Attention, voilà Bishop, c'est un fou ce type ». Mais non, c'était juste Tupac, le rappeur qui faisait des films. Tandis que sa carrière explose, ses démêlés avec la justice se multiplient. Depuis le début,
Quoi qu'il fasse, ça faisait polémique. Et on sentait bien que ça ne le lâcherait jamais. 1993 a été une année bien remplie pour lui, mais pas que de manière positive. Un soir où il était à Atlanta, en arrivant devant son hôtel, il a surpris 2 hommes blancs en train de malmener un homme noir. Tupac, c'était pas le genre à fermer les yeux quand il était témoin d'une injustice envers un autre être humain. Et surtout un membre de sa propre communauté. Il est sorti de sa voiture, les 2 types se sont précipités sur lui, et là, Tupac a sorti son arme. Des tirs ont été échangés et il a blessé ces 2 assaillants qui se sont révélés être des agents de police qui n'étaient pas en service. Le rappeur ne sera pas poursuivi. L'enquête ayant révélé que c'étaient les 2 policiers qui l'avaient agressé en premier. Policiers qui étaient sous l'emprise de l'alcool et dont les armes provenaient des scellés de leur commissariat. Le pire a été évité. Et au passage, Tupac a marqué des points. Plus il avait d'ennuis, plus la rue avait d'estime pour lui. Ça donnait encore plus de vérité à ses chansons. Tupac s'est laissé embarquer dans une histoire d'amour avec la violence. On s'engueulait à cause de ça. Je lui disais « Calme-toi, parce qu'à force de faire des conneries, tu vas finir en prison ou tu vas mourir. » Moins d'1 mois plus tard, le rappeur fait de nouveau les gros titres. Tupac était à New York pour une série de concerts et un soir, il a flashé sur une fille, Ayanna Jackson. Ils se sont revus et un soir, elle l'a suivi à son hôtel. D'après Tupac, à un moment donné, ses roadies ont débarqué dans la suite qu'il occupait et à ce moment-là, il est parti. Ayanna Jackson, elle, affirme que c'est faux, qu'il est resté et qu'elle a été violée. Pas seulement par les roadies, mais aussi par Tupac. Cette accusation lui a fait beaucoup de mal. Il ne l'avait pas violée. Et il ne comprenait pas qu'on puisse l'inculper d'un tel crime. Tupac insiste. Il est innocent. En attendant le procès, il se lance dans l'écriture de son 3e album. Sa notoriété est devenue à présent une menace. La rumeur commence d'ailleurs à courir que sa tête serait mise à prix. Quand vous êtes au sommet et qu'un scandale comme celui-là éclate, les menaces sont inévitables. Les gens rêvent de vous voir tomber. Je crois pas qu'il était très inquiet par rapport à ces menaces de mort parce qu'il était bien protégé. Ça lui glissait dessus. Il n'imaginait pas qu'on puisse lui tirer dessus. Le 30 novembre 1994, Tupac est à New York pour son procès contre Ayanna Jackson quand le téléphone sonne et qu'il reçoit une offre qu'il ne peut pas refuser. On lui a proposé de faire un duo, et à ce moment-là, avec tous les frais d'avocat et de détective qu'il avait engagés, il ne pouvait pas refuser les 7 000 $ en liquide qu'on lui offrait en échange. C'était une belle somme. Il est minuit passé de quelques minutes quand le rappeur se présente au Studio Quad près de Times Square en compagnie de 3 amis. Ils attendaient l'ascenseur, et là, des mecs armés lui ont sauté dessus et lui ont dit de se mettre à terre. Ses amis ont eu le bon sens de s'allonger tout de suite au sol. Mais Tupac, lui, a sorti son arme. Et ils lui ont tiré dans la tête. Le rappeur a reçu 5 balles en tout. Manifestement, quelqu'un veut le voir mort. À 23 ans, Tupac Shakur est l'un des artistes les plus influents de sa génération. C'est aussi l'un des plus controversés. Alors qu'il se rendait à un rendez-vous à New York, il s'est fait attaquer par 3 hommes armés qui lui ont tiré une balle en pleine tête. Mais il en faut plus que cela pour faire taire le rappeur le plus populaire de la côte ouest des États-Unis. Tupac a foncé à l'hôpital Bellevue pour se faire soigner. Et puis une fois sur place, il a eu peur que ça fasse partie du plan de ses assaillants. Il s'est dit qu'il valait mieux disparaître quelque temps s'il ne voulait pas finir entre 4 planches. Ils ont eu peur que quelqu'un se pointe à l'hôpital pour terminer le travail. Du coup, Tupac a dit « On s'en va, faut qu'on se mette à l'abri ». Ils sont donc partis se réfugier dans un endroit secret. Tupac ne m'a jamais dit qui il soupçonnait d'être derrière cette attaque. Pour la police, il s'agit d'un braquage qui a mal tourné. Personne ne sera jamais inculpé pour cette violente agression. Ces gars-là ont un code d'honneur, et ils s'y tiennent.
La règle numéro 1, c'est on parle pas à la police. On les mêle pas à nos histoires. On règle nos affaires nous-mêmes. L'incident de Times Square a ravivé les tensions entre Tupac et ses alliés de la côte ouest et leurs rivaux de la côte est, représentés par Christopher Wallace, plus connu sous le nom de Biggie Smalls. À quel point ce conflit était-il sérieux? C'est toute la question. De mon point de vue, c'était plus une guéguerre commerciale, chacun rêvant d'être numéro 1 des ventes. Ils s'insultaient à distance et ils écrivaient des chansons les uns sur les autres. Du coup, quand ils se retrouvaient à l'occasion d'une cérémonie ou autre, ça finissait souvent en bagarre. Le rappeur est encore couvert de bandages quand, un an plus tard, le 1er décembre 1994, il se présente au tribunal pour le verdict du procès qui l'oppose à Ayanna Jackson. Il tenait à être présent pour montrer qu'il n'essayait pas de se dérober. Pourtant, il était encore très diminué. Et d'ailleurs, il est arrivé sur un fauteuil roulant. Le rappeur est déclaré coupable de sévices sexuels. Mais il est acquitté des charges les plus lourdes, celles de viol, sodomie et possession d'armes. 2 mois plus tard, il est condamné à une peine de prison de 4 ans avec une période de sûreté d'1 an et demi qu'il devra effectuer à la prison de haute sécurité de Dannemora dans l'État de New York. Tupac était en prison quand son 3e album est sorti, Me Against the World. Il avait fini de l'enregistrer avant son incarcération. Quand le single Dear Mama est sorti, ça a fait un carton. La chanson est dédiée à sa mère, Afeni Shakur, qui a finalement réussi à vaincre son addiction au crack. Tupac s'est réconcilié avec elle juste avant son procès. On pourrait penser qu'il était plein aux as vu qu'il vendait des millions d'albums et qu'il avait joué dans quelques films. Mais ses frais d'avocat lui coûtaient une fortune et il avait plusieurs personnes à charge. L'argent lui brûlait les doigts. Pac subvenait aux besoins de tout le monde. C'était lui qui réglait les factures de tous ses proches et de tous ses potes. Il a eu du mal à rassembler l'argent de sa caution. Personne n'est venu frapper à la porte de sa cellule en disant « Attends, je vais t'aider ». Ces différents procès en appel l'ont ruiné. Pour Death Row Records, qui est l'un des principaux concurrents du label Interscope, c'est l'occasion ou jamais de s'offrir l'une des plus grandes stars du rap. Suge Knight, le cofondateur de Death Row Records, qui est lui aussi passé par la case prison et qui accessoirement revendique fièrement son goût pour la violence, propose alors un marché à Tupac, qui, pressé de retrouver sa liberté, va la payer au prix fort. Ils ont commencé à travailler ensemble pendant que Tupac était en prison. Suge Knight avait fondé son propre label et il avait déjà signé avec plusieurs grandes stars du rap. Il était sous contrat avec des artistes renommés comme Snoop et Dre. Suge Knight trouvait que Tupac avait énormément de talent, donc il est allé le voir en prison. Et il lui a dit qu'il paierait sa caution s'il acceptait de signer avec Death Row Records. J'étais là quand ça s'est passé. Sur le moment, Tupac n'y a vu que du positif. La priorité pour lui étant de sortir de prison. Tupac signe avec le label de Suge Knight en septembre 1995. Quelques semaines plus tard, la caution de 1 400 000 $ est réglée et le rappeur retrouve la liberté. On a fait péter le champagne dans la limo. Et puis on a sauté dans un jet privé direction LA. Et on a squatté dans un 5 étoiles pendant 3 mois. Tupac s'est ensuite installé dans une maison qui appartenait à Death Row, à Calabasas, toujours en Californie. Death Row Records a la réputation d'être un label aussi explosif et corrosif que la musique qu'il produit. Son cofondateur, Suge Knight, et les gangsters dont il aime s'entourer viennent tous d'un endroit réputé pour ses gangs et sa violence. Suge Knight a grandi à Compton. Compton est aussi bien dans l'imaginaire collectif que dans la réalité un épicentre de la violence en Californie du Sud. La ville est aux mains des Bloods et des Crips. La rivalité entre ces deux gangs ultra-puissants remonte aux années 1970. Elle est tout sauf une légende. Suge Knight revendique fièrement son appartenance aux Bloods. Le point commun des Bloods et des Crips, c'est qu'ils n'ont peur de rien. Ils sont prêts à tout si on leur manque de respect. Quand il a commencé à gagner de l'argent et qu'il a eu besoin de garde du corps en permanence, Suge Knight a recruté des Bloods de son quartier. Death Row était dirigé d'une main de fer. T'avais intérêt à te tenir à carreau, parce qu'il y avait que des gangsters là-dedans. Et ils étaient réputés pour être assez violents.
C'est pas les histoires qui manquent sur Death Row Records. Apparemment, les passages à tabac étaient fréquents. Une fois, une bagnole a déboulé devant les locaux et un type a canardé les vitres. Ça ne pouvait que finir mal. Tupac n'appartient à aucun gang, mais il est fidèle à Suge Knight et aux Bloods. Son premier album avec Death Row, All Eyes on Me, marque une vraie rupture avec les précédents. Il est encore plus violent, comme en atteste le morceau Hit 'em Up, Faut les buter, qui s'adresse directement au label concurrent. Tupac avait bien la rage quand il a écrit cet album. En même temps, je rappelle qu'en l'espace d'une année, on avait tenté de l'assassiner et qu'on l'avait bouclé pour un crime qu'il n'avait pas commis. Ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. C'était plus le même Tupac. Ses textes avaient toujours été violents, mais jusque-là, il n'avait jamais été affilié à aucun gang. Tout ça a changé quand il a commencé à travailler pour Death Row Records. Malgré les ventes records de son album, Tupac est fauché, ce qui expliquerait selon certains cette explosion de rage dans ses chansons. La vente de ce troisième album a rapporté des millions à son label, mais apparemment, ça n'était pas suffisant puisque Death Row lui réclamait encore près de 5 millions de dollars. La moindre dépense de Tupac était comptabilisée, et Suge Knight lui réclamait même l'argent de la caution à présent. Ses amis les plus proches disent qu'il en avait marre de cette vie de gangster, qu'il voulait en sortir. Son vœu va être exaucé de la manière la plus brutale qui soit. Le 7 septembre 1996, Tupac Shakur est à Las Vegas en compagnie de Suge Knight et quelques collaborateurs de Death Row pour assister à un combat de boxe entre Mike Tyson et Bruce Seldon dans un hôtel mythique de la ville. Après le combat, quand Suge Knight, Tupac et le reste de la bande sont sortis de la salle pour regagner la sortie, un des gars, Trayvon Lane, s'est figé. Trayvon Lane, qui est un Blood, a aperçu dans la foule un des types qui l'avait agressé quelques mois plus tôt au centre commercial de Lakewood, en Californie. Et il a dit à Tupac, « C'est le mec des Crips qui m'a sauté dessus l'autre fois et qui a essayé de m'arracher ma médaille. » Les Bloods et les Crips sont ennemis depuis toujours. Ils passaient leur temps à se battre. Tupac a foncé sur cet individu et s'est mis à lui hurler dessus. Et évidemment, il n'était pas le seul. Toute la petite équipe de Death Row lui est tombée dessus. Ils l'ont roué de coups jusqu'à ce que la sécurité de l'hôtel intervienne. Le type s'est relevé et il est parti sans même porter plainte. Les vigiles n'ont même pas eu le temps de noter son nom comme ils sont censés le faire. 2 heures plus tard, Tupac Shakur et Suge Knight quittent l'hôtel en voiture, direction le 662, un club qui appartient au patron du label. Suge a pris le volant et Tupac est monté à côté de lui. Il n'y avait qu'eux dans la voiture. Plusieurs voitures les suivaient avec à l'intérieur des gardes du corps, des amis de Tupac et l'entourage habituel de Death Row. À l'angle de Flamingo Boulevard et Koval, Suge Knight s'est arrêté au feu rouge. Tupac possédait un gilet pare-balles, mais ce soir-là, il l'avait laissé à l'hôtel. Comme il sortait en club, il ne voulait pas s'encombrer, ce qui lui a été fatal. Une grosse voiture blanche s'est arrêtée à leur hauteur. Un type, assis à l'arrière, a sorti un flingue et a commencé à tirer sur la voiture de Suge Knight et Tupac. Tupac a alors tenté de se rabattre sur le siège arrière, mais c'était trop tard. Les balles pleuvaient. Et Tupac en a pris 4. L'une des balles lui a perforé un poumon. Suge Knight, qui n'avait qu'une éraflure à la tête, a redémarré en trombe avec l'idée de se mettre à l'abri. 2 agents de police qui patrouillaient à vélo les ont rattrapés et ont aussitôt appelé une ambulance. Suge Knight saignait un peu, mais ce n'était rien à côté de Tupac, qui avait reçu plusieurs balles et qui était à l'agonie. Le rappeur est emmené toute sirène hurlante à l'hôpital le plus proche, où on lui retire le poumon droit pour stopper une hémorragie interne.
En l'apprenant, je me suis dit, c'est obligé. C'est obligé qu'il s'en sorte. On lui a déjà tiré dessus et il s'en est remis. Je pensais pas qu'il allait mourir. 6 jours plus tard, Tupac Shakur succombe à ses blessures. Il n'avait que 25 ans. Rapper Tupac Shakur has died in Las Vegas. His car was sprayed with bullets in an apparent ambush. Tout le monde a commencé à accuser tout le monde du meurtre de Tupac. Certains ont même accusé Suge Knight. On l'a accusé au motif que Tupac s'apprêtait à quitter Death Row. Le patron du label fait enfler la rumeur en refusant de coopérer pleinement avec les enquêteurs. Suge Knight refusait de répondre aux questions. Ou alors, il restait évasif. Il a même fini par leur dire « Je ne suis pas payé pour résoudre des homicides ». En tant que spécialiste des gangs, ça nous a fait rire, tellement c'était absurde. Suge Knight était à côté de Tupac dans la voiture. Je le vois mal dire à un tueur à gages « Ok, vous le canardez, par contre moi, vous me tirez pas dessus, hein. » Franchement, ça tient pas debout. La police de Las Vegas n'a aucun suspect ni aucune piste. À l'époque, en 1996, il n'y avait pas encore de caméras de surveillance à tous les carrefours. Ils avaient pas mal d'amis qui les suivaient ce soir-là en voiture. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont accepté de coopérer et de témoigner au commissariat. Personne dans ce milieu n'a envie de passer pour une grosse balance. La police de Las Vegas est dans l'impasse. Mais à 450 km de là, une autre équipe d'enquêteurs tient peut-être une piste. À l'époque, je travaillais avec Bob Ladd à la brigade anti-gang de Compton. Un soir, notre chef m'a appelé directement à la maison. 2 informateurs différents l'avaient contacté pour lui dire que c'était un membre des Crips qui avait assassiné Tupac. Suge Knight était l'un des chefs des Bloods, le gang rival des Crips. On pouvait s'attendre à une riposte qui allait en entraîner une autre, et ainsi de suite. Quelques jours après la fusillade de Las Vegas, c'est la guerre dans les rues de Compton. La première alerte qu'on a reçue après le meurtre de Tupac, c'était suite à une fusillade sur le territoire des Crips à Southside. Un homme avait été abattu d'une balle dans le dos. Ça a été le début d'un conflit d'une violence inouïe qui a duré 2 semaines entre les Crips de Southside et les Bloods. Après le meurtre de Tupac, le niveau de violence a dépassé tout ce qu'on avait pu voir jusque-là dans les rues de Compton. La brigade anti-gang lance alors un vaste raid sur 35 endroits stratégiques différents pour tenter de calmer le jeu. On a fait une descente dans une maison utilisée pour le trafic d'armes et de drogue. C'était l'une des planques principales des Crips. À l'intérieur, on a trouvé des AK-47, des armes semi-automatiques et des centaines de ceintures à munitions rangées dans des sacs de voyage. Et justement, sur un de ces sacs, une étiquette m'a interpellé. Elle indiquait une adresse dans Aveling Street, à Las Vegas. On s'est regardé avec Tim, parce qu'évidemment, on était au courant pour la fusillade à Vegas. Et là, on avait la preuve qu'un membre des Crips était allé là-bas. Les 2 agents de la brigade anti-gang de Compton préviennent aussitôt la police de Las Vegas, qui leur demande en retour de jeter un œil à une vidéo enregistrée le jour de la fusillade. Ils avaient récupéré auprès de l'hôtel des images du type que Suge, Tupac et leur petite bande avaient tabassé dans le lobby. Quand j'ai vu sa tête, je l'ai reconnu tout de suite. Il s'agissait d'Orlando Anderson. Orlando Anderson, 22 ans, appartient au gang des Crips. Il a été arrêté plusieurs fois pour port d'armes illégales et détention de stupéfiants. On savait que c'était un des chefs du gang, et il faisait aucun doute qu'il était capable de tuer. Il prenait son rôle très au sérieux. Orlando Anderson serait-il l'homme qui a tiré sur Tupac Shakur en pleine rue, à bout portant? La brigade anti-gang de Compton a identifié Orlando Anderson, un membre des Crips suspecté de meurtre dans une autre affaire, comme étant l'homme que Tupac Shakur a agressé dans le lobby de l'hôtel le soir de la fusillade qui a coûté la vie au rappeur.
Quelques mois avant qu'on tire sur Tupac et Sug à Las Vegas, ça avait chauffé au centre commercial de Lakewood, qui est pas très loin de Compton. Trevon Lane, qui faisait partie de la bande de Suge Knight, regardait la vitrine d'un magasin de basket quand Orlando Anderson et d'autres membres des Crips avaient débarqué. Voyant que Trevon Lane portait une chaîne en or Death Row, il lui avait sauté dessus, l'avait roué de coups et lui avait arraché sa chaîne. Inutile de dire que les Bloods n'avaient pas du tout apprécié. L'offense appelle la vengeance. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ces types-là sont prêts à tuer n'importe qui. Orlando Anderson a été humilié publiquement. Jusqu'où est-il allé pour se venger? La brigade anti-gang est persuadée que la maison de Aveling Street à Las Vegas est une planque des Crips et que l'arme qui a servi à tuer Tupac provenait de là. On pouvait raisonnablement penser qu'Anderson était passé à Aveling Street pour récupérer une arme et qu'il avait filé en direction du 662 puisque c'était le repère des Bloods. Les enquêteurs de Las Vegas se rendent alors à Compton pour interroger Anderson qui a été mis en examen dans une autre affaire. Ils l'ont interrogé sur son agression. Et ils lui ont demandé s'il avait essayé de se venger de Tupac. Ça a été très bref. Anderson avait toutes les raisons de vouloir tuer Tupac, mais les enquêteurs n'ont rien pu tirer de lui. Were you involved in any way in the death of Tupac Shakur? No, I was not involved. I mean, I'm like a victim. Orlando Anderson nie avoir participé au meurtre de Tupac, de près ou de loin. Et la police ne dispose d'aucune preuve matérielle le reliant au sac rempli d'armes retrouvé à Compton. On n'avait rien pour arrêter et inculper Orlando Anderson. La loi est ainsi faite qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sur des convictions. Il faut des preuves. Faute de nouvelles pistes, l'affaire est classée. Il va falloir attendre 10 ans pour qu'elle connaisse un rebondissement grâce à cet homme. Greg Kading a été chargé d'enquêter sur la fusillade qui a coûté la vie au rappeur Christopher Wallace, alias Biggie Smalls. Il est sur l'affaire depuis des années. Biggie Smalls ayant été assassiné à Los Angeles 6 mois seulement après son rival Tupac Shakur. À la base, en 2006, j'étais uniquement chargé de l'enquête sur l'assassinat de Biggie Smalls. Et puis l'enquête s'est élargie à Tupac Shakur quand on a commencé à s'intéresser de plus près aux Crips et en particulier à un de ses membres, Keffe D. Dwayne Keith Davis, alias Keffe D, est un Crip notoire. Il est aussi l'oncle d'Orlando Anderson. Quand Greg Kading le convoque pour l'interroger sur l'assassinat de Biggie Smalls, Keffe D refuse de parler. On savait qu'il trempait dans le trafic de drogue depuis des années. On a donc mobilisé nos informateurs et on l'a mis sur écoute de manière à pouvoir l'inculper. Et là, on lui a donné le choix entre coopérer avec la police ou passer le restant de ses jours en prison. Il a accepté de coopérer et il a signé un accord avec le gouvernement stipulant que ses aveux ne pourraient pas être retenus contre lui ultérieurement. Keffe D maintient qu'il ne sait rien sur l'assassinat de Biggie Smalls, mais déclare détenir des informations sur la fusillade qui a coûté la vie à Tupac Shakur. Keffe D a avoué qu'il était dans la voiture du tireur ce soir-là à Las Vegas. Et il a confirmé nos soupçons, à savoir que c'était bien son neveu, Orlando, qui avait tiré sur Tupac. On a fini par savoir toute la vérité. Orlando Anderson s'était fait tabasser à l'hôtel. Il s'est senti humilié et il a décidé de se venger. Il est allé voir son oncle, Keffe D, qui se trouvait avec d'autres membres du gang des Crips. Il leur a raconté ce qui venait de se passer et il leur a dit « Je vais me le faire ». Ils ont sauté dans une voiture et ils les ont traqués. Ils les ont trouvés, ils ont attendu le moment propice et ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, Anderson a tiré de sang-froid. Ils les ont vus, ils ont tiré et Tupac est mort. Je suis persuadé que les membres des Bloods qui suivaient la voiture de Suge Knight savaient depuis le début qui étaient les auteurs de la fusillade. Ils auraient pu les dénoncer et les faire condamner. Mais ça ne se fait pas de balancer quand on est un gangster. Orlando Anderson n'a jamais été inculpé du meurtre de Tupac Shakur. Il a été abattu par balle le 29 mai 1998 à l'issue d'une bagarre entre gangs sans aucun rapport avec la fusillade de Las Vegas.
Keffe D continue de flirter avec les ennuis judiciaires. Condamné à 14 mois de prison pour port d'armes illégales et détention de stupéfiants, il a été libéré à l'automne 2015. Plus de 20 ans ont passé depuis la disparition de Tupac Shakur. Ses textes engagés et enragés sont néanmoins toujours d'actualité. La musique était pour lui un moyen d'attirer l'attention sur le fossé qui sépare la police des jeunes des quartiers. En 1991, c'était du jamais vu, et c'est ça qui est extraordinaire. J'aurai toujours un grand respect pour lui. Et je refuse qu'on le réduise à cette image de rappeur gangster. Parce qu'il était beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Il disait souvent « Je changerai pas le monde, mais peut-être qu'un de mes fans le fera ». Quand on voit comment il est mort et pourquoi il est mort, ça fait froid dans le dos. On a assassiné un immense artiste et... Quel gâchis!